Décortiquer un matériau qui a absolument tout changé, mais qui est passé complètement sous les radars. C'est l'histoire d'une révolution qui a commencé, par une grosse erreur de jugement. Alors, on commence direct avec une petite énigme. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le sable d'une plage, la façade vitrée d'un gratte-ciel immense et l'équipement qui nous a permis de marcher sur la Lune? La réponse est loin d'être évidente, et pourtant. La réponse, c'est le silicone, un matériau que son propre pionnier jugeait complètement inutile. C'est cette histoire un peu folle qu'on va explorer ensemble, l'histoire d'une découverte accidentelle qui a eu des conséquences absolument gigantesques. Allez, c'est parti. Pour comprendre le silicone, il faut revenir à la base, à sa matière première. Et cette matière première, c'est l'un des trucs les plus banals sur Terre, le sable, ou plus précisément, le silicium qu'il contient. Ok, son nom scientifique, c'est élastomère de polysiloxane. Bon, ce qui le rend vraiment unique, c'est sa nature hybride. Imaginez une sorte de colonne vertébrale minérale, super solide, presque comme du verre, sur laquelle on aurait greffé des bras organiques, très souples. C'est ce mariage improbable, cette fameuse liaison siloxane, qui est la clé de toutes ces propriétés extraordinaires. Mais l'histoire a commencé bien avant qu'on sache quoi en faire. Déjà, en 1823, on réussit à isoler le silicium du sable. Ensuite, pendant des dizaines d'années, les chimistes ont un peu tâtonné. Ils essayaient de créer des molécules avec du silicium, comme on le faisait avec le carbone. Ils obtenaient des trucs bizarres, des huiles qui tenaient super bien la chaleur, mais ils ne voyaient aucune application concrète. C'était juste des curiosités de laboratoire, rien de plus. Et c'est là qu'entre en scène le personnage principal de notre histoire. Un chimiste qui a passé 40 ans de sa vie dessus, qui lui a même donné son nom, et qui, pourtant, est passé à côté de la plus grande découverte de sa carrière. Ce chimiste, c'est Frederick Stanley Kipping. Entre 1899 et 1944, il a bâti, sans le savoir, toutes les fondations de la chimie du silicone. C'est lui qui a inventé le mot. Et pourtant, en 1937, il a cette phrase incroyable, il déclare que tout ça n'a aucun avenir. Pour lui, ce n'était que des mélanges collants, des résidus indésirables. Le plus fou, c'est de voir ce que sont devenus ces fameux résidus. Son premier mélange collant, aujourd'hui on l'utilise pour fabriquer des implants médicaux qui sauvent des vies parce qu'ils sont parfaitement tolérés par le corps humain. Son deuxième résidu indésirable, il est au cœur de nos smartphones, de nos ordinateurs, où il protège les composants électroniques les plus fragiles. Et son troisième ratage, il sert à construire les muscles de robots souples capables d'explorer les fonds marins ou l'espace. L'ironie est juste spectaculaire. Alors, comment est-on passé d'un chercheur qui baisse les bras à une véritable révolution industrielle? Il a fallu deux choses. Un problème très concret et un autre chimiste qui, lui, a vu une solution là où Kipping ne voyait qu'un échec. Et cet autre chimiste, c'est James Franklin Hyde. Dans les années 30, il y avait un gros problème. Les moteurs électriques surchauffaient et leur isolation fondait. Hyde, qui bossait pour un fabricant de verre, a eu l'idée de reprendre les vieilles expériences de Kipping. Il a obtenu un fluide hyper visqueux, un peu comme de la mélasse, l'a mis sur de la fibre de verre, a chauffé le tout et hop, il a créé un isolant flexible et ultra résistant. Le tout premier produit en silicone venait de voir le jour. On avait donc enfin un matériau super utile. Mais le produire à grande échelle, c'était un vrai cauchemar. C'était lent, ça coûtait une fortune et c'était même dangereux. Il manquait l'étape cruciale pour que ça décolle vraiment. La solution, elle est arrivée en 1940. C'est le procédé direct de Müller-Rochaud. Ce tableau, il résume tout. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on avait la méthode de Kipping, lente, complexe, dangereuse. De l'autre, ce nouveau procédé, rapide, continu, bien plus sûr et surtout beaucoup moins cher. C'est vraiment ça qui a ouvert les vannes et qui a permis au silicone d'inonder le marché. Aujourd'hui, la recette est bien maîtrisée. Pour faire simple, on part du sable, on le chauffe à des températures de dingue pour en extraire le silicium pur. Ensuite, on le fait réagir avec d'autres produits chimiques pour créer les briques de base. Après une étape de distillation hyper précise, on ajoute de l'eau et c'est là que la magie opère. La fameuse chaîne siloxane se forme. Et à la fin, on ajoute quelques ingrédients pour lui donner sa forme finale. Un joint, une huile, un caoutchouc. Maintenant qu'on sait d'où il vient et comment on le fabrique, on va voir comment ce matériau a tranquillement conquis le monde. C'est une révolution, mais une révolution totalement silencieuse. Le vrai décollage, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, pour isoler les moteurs d'avion. Et après la guerre, ça explose. On lui trouve plein d'usages, des cols, et même, par pur hasard, la fameuse pâte Sili-Petit. Mais le moment où tout le monde a découvert le silicone, c'est dans les années 80, quand les cartouches de mastic ont débarqué dans tous les magasins de bricolage. Aujourd'hui, le silicone est littéralement partout. Sur un gratte-ciel, ce n'est pas juste le joint de la fenêtre, non, c'est l'adhésif ultra puissant qui colle les panneaux de verre à la structure.
Dans nos téléphones, il empêche le processeur de surchauffer et il protège tous les circuits. C'est l'infrastructure invisible de notre monde moderne. On le retrouve aussi sous le capot de nos voitures pour assurer l'étanchéité des moteurs, mais là où son rôle est le plus incroyable, c'est en médecine. Sa biocompatibilité, c'est presque un super pouvoir. Le corps l'accepte sans réagir. Et c'est ça qui a permis de créer les pacemakers, les implants et des milliers de dispositifs médicaux qui sauvent des vies tous les jours. Et pour finir, un petit fait qui résume tout. Quand Neil Armstrong a fait son premier pas sur la Lune, les semelles de ses bottes étaient en caoutchouc de silicone. C'était le seul matériau capable de le protéger du froid et du chaud extrême de la surface lunaire. Du sable de la Terre à la poussière de la Lune, la boucle est bouclée. On est donc passé d'un mélange collant jugé sans avenir à un matériau indispensable pour l'exploration spatiale, la médecine de pointe et qui sert maintenant de muscle aux robots du futur. La question qu'on peut se poser, c'est quel sera le prochain défi que ce matériau accidentel et extraordinaire nous aidera à relever ?